But we do begin tonight with the breaking news from the Supreme Court. The nation's highest court late today agreeing to hear former President Donald Trump's claim of absolute immunity from prosecution for actions he took while in office. The move comes after a lower court, a federal appeals court, had unanimously rejected Donald Trump's claim. This move from the Supreme Court to decide this will delay the federal case brought by special counsel Jack Smith for Trump's alleged actions to overturn the election and January 6th. So tonight here, how soon could the Supreme Court decide this? And if they don't decide in Donald Trump's favor, Aux États-Unis, les décisions judiciaires modifient rarement les fondements du pouvoir. Mais en janvier 2026, une nouvelle ligne a été tracée entre l'autorité présidentielle et la responsabilité pénale. Le 10 janvier, lors d'une session très attendue par les juristes, les parlementaires et les analystes, la Cour d'appel du district de Columbia a rendu une décision qui a modifié l'axe institutionnel autour duquel gravitait la thèse de l'immunité présidentielle. En termes clairs, le panel a rejeté la possibilité pour un président de s'accorder lui-même une grâce, mettant ainsi fin à des années de spéculation juridique sur l'existence d'un bouclier absolu contre la responsabilité pénale. Il a été convenu que la grâce, en tant qu'instrument constitutionnel, en présuppose un autre. Il n'est pas compatible avec la logique du système de permettre à quelqu'un de devenir juge et bénéficiaire de sa propre cause. Ce qui a été défini ce matin-là, ce n'est pas seulement la portée d'une clause juridique, mais la survie d'un principe. La séparation entre l'autorité institutionnelle et l'intérêt personnel. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à la formalité du jugement. Ce qui a été observé dans les heures qui ont suivi, c'est une réarticulation accélérée du champ juridique et politique. Les cabinets d'avocats impliqués dans la défense de personnalités proches de l'exécutif ont commencé à réviser leurs avis. Les conseillers législatifs ont commencé à émettre des avertissements sur les conséquences de la décision pour les projets en cours d'examen. Dans différents secteurs, le message était le même. L'argument de l'autopardon, jusqu'alors considéré comme un recours stratégique, avait été écarté. Cela ne signifiait pas que les obstacles juridiques allaient en disparaître, mais plutôt que l'une des voies de sortie institutionnelle les plus controversées avait été officiellement fermée. Pour un système politique fondé sur les freins, les contrepoids et la responsabilisation, cette fermeture a un poids structurel. La pertinence de cette décision apparaît encore plus clairement lorsqu'on la replace dans le contexte d'un autre épisode survenu quelques jours auparavant, également dans la capitale fédérale. Au cours d'une audience destinée à discuter du calendrier du procès sur l'ingérence électorale, le juge responsable a attiré l'attention sur le ton adopté par la défense, demandant de réduire l'intensité rhétorique. Les avocats proches du président insistèrent sur le fait que le volume des preuves rendait impossible tout jugement dans un délai raisonnable, mentionnant plus de 12 millions de pages comme obstacle technique. Le ministère public, quant à lui, soutenait que les documents essentiels étaient déjà organisés et mis en évidence. La Cour a indiqué qu'aucune des deux parties ne semblait réaliste, mais ce qui est apparu clairement, c'est un mouvement de contention institutionnelle. L'utilisation excessive d'obstacles procéduraux, comme stratégie d'obstruction, a commencé à être accueillie avec un scepticisme croissant, y compris dans les dossiers. Dans le même temps, des décisions parallèles rendues par d'autres tribunaux commençaient à dessiner une tendance. À New York, une condamnation pour falsification de registres commerciaux restait techniquement active, bien que suspendue pendant la durée du mandat. Et même cette suspension, officiellement appelée acquittement inconditionnel, s'accompagne d'un avertissement. La peine peut être reprise à la fin du mandat, sans qu'un nouveau procès soit nécessaire. La condamnation reste inscrite au casier judiciaire. Et l'argument selon lequel la présidence efface automatiquement la responsabilité antérieure ne tient plus face à la nouvelle interprétation de la Cour d'appel, même si les effets pratiques de la décision tardent à se faire sentir. Le champ de protection institutionnelle dont dispose un président en exercice est plus restreint qu'il y a quelques mois. Dans ce contexte, l'attente autour de la prochaine audience publique avec l'ancien conseiller spécial Jack Smith a pris un nouvel élan. Prévue devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, la session promet d'exposer les fondements des décisions qui ont conduit à la formulation d'accusations fédérales contre le président. Bien que le témoignage n'était pas de valeur juridique, sa valeur symbolique et documentaire peut contribuer à consolider le récit selon lequel les procédures ont suivi des fondements techniques et juridiques, ce qu'une partie de l'opinion publique, jusqu'à présent, insiste pour contester. Smith avait déjà déclaré lors de séances à huis clos que ces décisions étaient fondées exclusivement sur les preuves recueillies et les délibérations des grands jurys. Il aura désormais l'occasion de le dire devant les caméras, sous serment, dans un contexte hautement polarisé.
Le choix de comparaître et de s'exprimer publiquement représente un geste calculé, qui comporte des risques pour son image, mais qui peut également restaurer en partie la confiance dans le processus institutionnel. C'est dans des moments comme celui-ci que le suivi continu des faits devient essentiel. Dans un contexte volatile et juridiquement complexe, cette chaîne se propose de continuer à offrir une analyse détaillée, sans raccourci, en mettant l'accent sur la compréhension de ce qui est en jeu et pourquoi cela est important. D'un point de vue historique, la décision de la Cour d'appel n'est pas la seule pièce en mouvement. En juillet 2024, la Cour suprême avait défini un nouveau paradigme pour le jugement des actes présidentiels, en les divisant en 3 catégories: pouvoirs constitutionnels centraux, actes officiels périphériques et actes privés. Seuls les premiers ont été reconnus comme protégés par une immunité absolue. Les autres sont soumis à une évaluation judiciaire à des degrés divers. Cela signifie que, contrairement à ce que soutenaient les défenseurs d'une protection large et illimitée, le simple fait qu'une action ait été pratiquée pendant le mandat ne garantit pas l'immunité. La séparation entre ce qui est institutionnel et ce qui est personnel est revenue au centre du débat. Et avec elle, la possibilité d'une responsabilisation n'est plus une hypothèse lointaine. En déclarant inconstitutionnelle l'auto-amnistie, la Cour d'appel n'a pas seulement invalidé un argument, elle a signalé qu'il existe des limites à l'autodéfense institutionnelle. Ce faisant, elle a réaffirmé que la présidence, bien que puissante, n'échappe pas aux règles qui régissent la vie publique américaine. L'effet de cette décision n'est peut-être pas immédiat, mais sa signification opère déjà dans de multiples sphères, de la rhétorique politique à la pratique judiciaire, des bureaux du Congrès aux tables des tribunaux d'État. Le précédent est établi, et avec lui, une nouvelle étape commence dans la longue histoire de la relation entre pouvoir et responsabilité aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le système juridique américain a commencé à fonctionner selon une nouvelle grammaire interprétative. La décision de la Cour d'appel invalidant l'autogrâce n'est pas apparue de manière isolée, ni ne représente un revirement soudain. Elle est en fait le point de convergence d'une série de mouvements parallèles qui, ces dernières années, ont redéfini la manière dont on comprend la relation entre l'autorité présidentielle et la responsabilité pénale. L'un des piliers de cette transformation remonte à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Trump contre États-Unis, en juillet 2024, qui a établi la division tripartite des actes présidentiels, les classant en actions centrales, actions officielles périphériques et actes privés. L'application de cette doctrine a ouvert la voie à des précédents permettant aux tribunaux inférieurs de réévaluer des comportements auparavant considérés comme protégés. Cela a eu un impact direct sur le fondement juridique des stratégies de défense, qui jusqu'alors misaient sur l'immunité comme bouclier absolu. À partir de ce moment, différentes sphères du pouvoir judiciaire ont commencé à fonctionner selon un nouveau paradigme de filtrage institutionnel. La décision même de la Cour d'appel s'appuie sur ce cadre, signalant que l'opinion dominante ne considère plus comme acceptable l'utilisation de la fonction comme un instrument automatique d'obstruction. Ce précédent va au-delà du cas individuel de Donald Trump. Il implique une réinterprétation de la clause d'amnistie de l'article 2e de la Constitution, une disposition qui, bien que large, a toujours été comprise comme relationnelle, un geste de clémence d'un agent public en faveur d'un autre. En déclarant que ce geste ne peut être dirigé contre soi-même, la Cour protège non seulement l'intégrité du texte constitutionnel, mais empêche également la présidence de se transformer, dans la pratique, en une zone franche institutionnelle, libre de toute responsabilité par définition. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, malgré le recul de certaines procédures fédérales après l'élection de 2024, le débat sur la responsabilité présidentielle a continué à progresser dans les tribunaux d'État et les cours d'appel. La suspension des enquêtes menées par Jack Smith, par exemple, a été justifiée par la doctrine du ministère de la Justice qui empêche la mise en accusation d'un président en exercice. Pour autant, les faits faisant l'objet de l'enquête n'ont pas été annulés. Ils sont restés documentés, juridiquement recevables, et en attente de la fin du mandat. La suspension, dans ce cas, n'a pas fonctionné comme une absolution, mais comme un gel technique, et la décision de la Cour du district de Columbia renforce cette interprétation. Le temps politique peut interrompre momentanément le cours d'une procédure, mais il n'efface pas sa matérialité juridique. L'interprétation institutionnelle de cette séquence d'événements trouve un écho dans des décisions plus récentes concernant l'utilisation du pouvoir exécutif à des fins électorales. En janvier 2026, 2 juges fédéraux ont rendu des décisions distinctes contre des mesures prises par la Maison-Blanche. Dans l'une des affaires,
l'interruption des transferts de fonds destinés à des projets d'énergie propre a été jugée illégale, car la suspension des fonds était fondée sur le résultat du vote au niveau de l'État lors de la dernière élection. La justification politique de la répartition inégale des ressources fédérales a été interprétée par la Cour comme une violation de la clause d'égalité de protection de la Constitution. Le même jour, une autre décision judiciaire a autorisé la reprise des travaux d'un parc éolien offshore qui avait été suspendu sur ordre de l'exécutif, sur la base d'arguments jugés insuffisants. Ces deux affaires illustrent une récente disposition du pouvoir judiciaire à réexaminer les actes administratifs qui dépassent les limites traditionnelles de la compétence exécutive, même lorsqu'ils sont justifiés sous le prétexte de la politique publique. Ces décisions renforcent non seulement la tendance à une plus grande vigilance institutionnelle, mais montrent également que les tribunaux ont commencé à appliquer des critères plus stricts pour évaluer quand l'exercice du pouvoir public s'écarte de son objectif initial. L'idée que certaines actions sont officielles, parce qu'elles ont été pratiquées dans le cadre de fonctions officielles, n'est plus suffisante. Il était nécessaire de démontrer une finalité légitime, la conformité avec les principes constitutionnels et, dans de nombreux cas, l'absence d'avantages personnels directs. Cette nouvelle rigueur interprétative modifie l'équilibre des pouvoirs entre les trois branches de la République. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... présidentielle lorsqu'elle est confrontée aux limites de l'état de droit. Alors que l'arène juridique se réorganise, le champ politique tente d'assimiler les changements. Des parlementaires de différents horizons idéologiques ont commencé à discuter plus fréquemment de la possibilité d'adopter des lois qui définissent plus précisément les limites de l'immunité. Des propositions en ce sens circulent déjà dans les commissions techniques, bien que leur adoption dépende de la corrélation des forces au Congrès. Dans le même temps, les milieux universitaires et les centres de recherche en droit constitutionnel ont intensifié la production d'études sur le sujet, proposant des interprétations alternatives qui dialoguent directement avec l'esprit de la décision de la Cour d'appel. Parmi les arguments débattus, il convient de souligner celui selon lequel la présidence, en raison de son rôle central et de son pouvoir, devrait être soumise à des mécanismes de responsabilisation encore plus stricts que les autres fonctions publiques. Précisément, pour éviter que cette position ne devienne un angle mort institutionnel. Pour ceux qui suivent ces questions de manière continue, il devient de plus en plus évident qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre des individus, des partis ou des stratégies de défense. L'enjeu est la redéfinition pratique des contours de l'exécutif dans un contexte de judiciarisation croissante de la politique. La manière dont les tribunaux répondent à ces pressions révèle, dans la pratique, le degré de résistance du système aux tentatives d'utilisation stratégique de ces lacunes. Et dans ce processus, chaque nouvelle décision crée un précédent qui, même s'il n'est pas définitif, délimite un nouveau terrain d'interprétation. C'est sur ce terrain que se construiront les prochains chapitres de ce conflit institutionnel. Notre engagement ici est de suivre chacune de ces couches en profondeur et avec responsabilité, en nous concentrant toujours sur ce qu'elles signifient pour le fonctionnement durable des institutions. En observant le scénario sous cet angle, il est possible de voir plus que de simples cas isolés. Il est possible de percevoir des modèles, des ruptures et la reconfiguration en cours. La décision sur l'auto-amnistie peut sembler, à première vue, un point spécifique sur la carte juridique. Mais sa force réside précisément dans ce qu'elle représente. La négation de l'idée que le pouvoir à son apogée peut s'autoréguler sans ingérence, et la réaffirmation que le principe de responsabilité continue de fonctionner comme le noyau vital de la démocratie constitutionnelle américaine. C'est dans ce contexte que se dessine, avec de plus en plus de détails, le litige juridique le plus complexe de ces dernières décennies. Et c'est avec le même degré d'attention que nous continuerons à suivre ces prochaines étapes. L'interprétation donnée par la Cour d'appel concernant l'auto-amnistie présidentielle non seulement relance un vieux débat, mais élève également cette question à un niveau institutionnel plus profond, celui de la responsabilité d'un président face au système constitutionnel des États-Unis. À ce jour, les juristes ne s'accordent toujours pas sur la portée pratique de cette interprétation, en grande partie parce qu'elle s'inscrit dans un contexte où de multiples protections et freins institutionnels continuent de fonctionner simultanément. Pour une partie des constitutionnalistes, cette position représente une avancée décisive, susceptible de redéfinir les limites du pouvoir exécutif sur la base d'une interprétation plus littérale et restrictive de la Constitution. Pour d'autres, cependant, il s'agit d'un précédent important, mais encore instable, dont la force normative
dépend de la confirmation par des instances supérieures. La Cour suprême, pour l'instant, ne s'est pas prononcée de manière directe, concluante et explicite sur la constitutionnalité de l'autopardon. Ce silence maintient une zone d'incertitude qui, dans le même temps, freine les mouvements plus agressifs de la part des opérateurs juridiques et alimente les discours politiques qui tirent parti de l'ambiguïté comme mécanisme de protection. Cette impasse devient encore plus délicate lorsqu'elle est analysée à la lumière du jugement précédent de la Cour suprême, qui a instauré un nouveau système de classification des actes présidentiels en différentes catégories. Bien que la Cour ait affirmé que les actes privés ne bénéficient pas de l'immunité, elle a également imposé des restrictions importantes à l'utilisation de preuves issues d'actions officielles dans les procédures judiciaires. Et c'est précisément cette limitation qui crée un problème structurel. Lorsque les comportements officiels et personnels se mélangent, comment séparer ce qui peut être utilisé comme preuve de ce qui est interdit, sans rendre la procédure elle-même impossible? Les juristes qui ont contribué à des avis techniques et à des évaluations spécialisées sur le sujet avertissent que cet obstacle probatoire peut produire un effet silencieux mais puissant, rendre les enquêtes extrêmement difficiles, même dans des situations où il existe des signes cohérents d'irrégularité. Il ne s'agit pas d'affirmer que le système garantit désormais automatiquement l'impunité, mais de reconnaître que le nouveau modèle élève le niveau d'exigence en matière de preuves à un niveau qui peut modifier de manière significative l'issue des affaires encore en cours. Il existe en outre un désaccord perceptible entre les magistrats quant à l'impact systémique de cette réorganisation. La divergence enregistrée dans le jugement de la Cour suprême, notamment dans les déclarations des juges Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson, a mis en évidence une préoccupation centrale: le risque de construire une architecture institutionnelle qui rend difficile la responsabilisation d'un président, non seulement dans des cas isolés, mais comme règle fonctionnelle. Pour ces positions, le plus grand problème est le risque d'institutionnaliser une présidence exceptionnelle, protégée par des filtres complexes qui restreignent la voie de la responsabilisation. Elles soutiennent qu'en imposant des étapes préalables au cours desquelles les juges déterminent si une affaire peut être poursuivie ou non. Le pouvoir judiciaire finit par occuper une fonction qui appartient traditionnellement au jury, à savoir évaluer les faits et déterminer leur crédibilité. Cela modifie l'équilibre du système et crée un modèle dans lequel l'exercice de la présidence s'inscrit désormais dans un cercle juridique privilégié. La majorité de la Cour soutient quant à elle que ce mécanisme était nécessaire pour empêcher l'utilisation du système judiciaire comme arme politique, défendant la thèse selon laquelle, sans garantie, le pouvoir judiciaire pourrait être converti en instrument de vengeance institutionnelle, en particulier dans des environnements fortement polarisés. Même en l'absence d'une décision définitive, certains effets commencent déjà à se manifester concrètement dans le paysage juridique. L'affaire jugée à New York, qui a abouti à la condamnation de Donald Trump pour falsification de documents commerciaux, continue d'être considérée comme un événement marquant. Bien que la peine ait été suspendue en raison du nouveau mandat, les experts soulignent que la suspension ne signifie pas l'effacement. La condamnation reste enregistrée, et son exécution peut être reprise à la fin du mandat présidentiel. Parallèlement, le ministère public de l'État évalue des stratégies pour fédéraliser certaines parties de l'affaire, ce qui pourrait élargir la portée probatoire et ouvrir de nouvelles possibilités de responsabilisation. Si les tribunaux concluent que les paiements décrits comme des frais juridiques ont été utilisés pour dissimuler une conduite personnelle liée à des fins électorales, la thèse selon laquelle l'acte serait officiel s'affaiblit. Et en affaiblissant cette thèse, la tentative d'invoquer l'immunité comme barrière perd également de sa force. Plusieurs analystes soulignent que le système est entré dans une période de transition, où le litige judiciaire n'est plus seulement rétrospectif et commence à déterminer l'avenir de la fonction présidentielle. La redéfinition des limites du mandat n'a pas seulement un impact sur Donald Trump, elle modifie la manière dont les futurs présidents pourront agir, justifier leurs décisions et les conséquences auxquelles ils pourront être confrontés après la fin de leur mandat. Ce qui est mis à l'épreuve, ce n'est pas seulement l'élasticité de la Constitution, mais aussi la capacité des institutions à maintenir la cohérence dans l'application des normes dans un pays traversé par une polarisation intense. Cela exige des tribunaux techniques, cohérence, mais aussi vision historique, car chaque décision, même lorsqu'elle se limite à un cas spécifique, tend à avoir des effets durables. Cette tension entre autorité et responsabilité n'est pas nouvelle dans la démocratie américaine, mais elle prend aujourd'hui une forme plus instable, car la distance entre les tribunaux, les institutions
et l'opinion publique s'est considérablement réduite. La vitesse de circulation des contenus sur les réseaux sociaux a amplifié la controverse autour des interprétations et encouragé des lectures partielles, souvent instrumentalisées à des fins politiques. Cela crée un défi supplémentaire. Veiller à ce que les décisions complexes ne soient pas réduites à des slogans, ni converties en récits simplifiés qui occultent des nuances fondamentales. C'est pourquoi le moment actuel exige une contextualisation constante. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un ensemble de faits, mais la conception institutionnelle même, qui sous-tend la démocratie aux États-Unis. L'interprétation la plus courante parmi les constitutionnalistes est que les prochains chapitres tendent à accroître les tensions entre les tribunaux fédéraux, les États et le Congrès. Une éventuelle législation sur l'immunité présidentielle pourrait renforcer ou contredire les récentes interprétations de la justice, créant ainsi de nouveaux conflits d'interprétation. En outre, les affaires en cours, en particulier celles qui impliquent des actes mixtes, combinant des éléments officiels et personnels, serviront de laboratoire réel pour mesurer l'efficacité du nouveau modèle. Si la Cour suprême décide de revoir, d'ajuster ou de préciser sa position, cela jouera un rôle décisif dans la stabilisation du régime juridique en cours de formation. Mais tant que ce point n'est pas atteint, le scénario reste ouvert. Ce canal propose de suivre cette transformation de manière continue en proposant des analyses claires, directes et fondées sur la manière dont le système institutionnel réagit à ses propres limites, résiste aux pressions et tente de préserver sa cohérence. Dans un environnement où les faits et les interprétations se succèdent rapidement, il est essentiel de comprendre ce qui reste encore indéfini. L'auto-amnistie n'est qu'un fragment d'un conflit plus large, qui implique la redéfinition des limites, la reconstruction des protections et le débat sur la responsabilité réelle des figures centrales du système politique américain. Tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée de manière définitive sur la constitutionnalité de l'autopardon, et que de nouvelles affaires continueront d'être portées devant les tribunaux fédéraux et étatiques, le débat restera ouvert. Et cette ouverture, bien que dérangeante, peut également être interprétée comme un signe de vitalité institutionnelle. Un système qui tente encore, sous une pression énorme, de préserver l'idée que la loi doit être au-dessus de toute fonction, y compris la plus puissante du pays,